C'est bon. C'est correct? Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Alors, je salue officiellement messieurs les vice-recteurs, ainsi que vous tous. Merci d'être là ce midi. Je me présente, je suis Annick Lessard, je suis vice-doyenne à l'enseignement et au développement à la Faculté des lettres et sciences humaines, et ça me fait très plaisir de vous accueillir à ce tout premier Midi numérique de l'Université de Sherbrooke. Alors, les Midis numériques de l'Université de Sherbrooke, ce sont des conférences ayant pour objectif de mettre en valeur les réalisations des chercheuses et des chercheurs qui œuvrent au croisement de l'informatique ou du numérique et de leurs disciplines respectives. Cette série des Midis numériques a été imaginée et sera pilotée par le réseau des humanités numériques, qui est composé de chercheuses et de chercheurs de la Flèche, de plusieurs départements. On espère avoir l'ensemble des départements dans une... Le réseau grandit toujours, c'est ça qu'il faut mentionner, c'est une bonne nouvelle. Alors, si vous voulez plus de détails sur le réseau ainsi que sur les midis numériques, sur la programmation des midis numériques, je vous invite à consulter la feuille qu'on vous a remise à l'entrée. Si vous n'en avez pas, il y en a à quelque part. Et on vous invite à le dire à vos amis à venir à la prochaine itération des midis numériques. Il y a une chose cependant que je tiens à mentionner, c'est que la série des Midis numériques de l'UES se veut la plus inclusive possible. Elle est pilotée par les gens de la Flèche, mais elle est ouverte à l'ensemble des chercheuses et des chercheurs de l'Université de Sherbrooke. Et on espère que vous allez venir en grand nombre partager avec nous le podium et discuter du numérique, qui est un sujet qui constitue en fait on est à un jalon de notre histoire, les historiens vous le diraient, en ce qui a trait au numérique et à son utilisation, et on espère que vous serez là pour partager ces réflexions-là avec nous. Vous allez remarquer que dans notre programmation, je me suis fait un point d'honneur d'en parler, il n'y a pas de femmes encore. Alors, je vous inviterai, messieurs et mesdames, ici dans la salle, si vous connaissez des chercheuses qui œuvrent au croisement des disciplines, de les inviter à se manifester et à venir partager avec nous leur réalisation. On sera très, très, très heureux et heureuse de les accueillir. Alors, comme j'ai parlé beaucoup de recherche, de chercheuses, de chercheurs dans les dernières minutes, j'inviterai le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, le professeur Jean-Pierre Perrault, à venir vous dire quelques mots. Merci. Je vous dis, la commande est bien passée. J'ai déjà des noms sur ma liste. Je vais y voir après-midi. Je ne pouvais pas faire autrement que de venir. En fait, je suis excessivement favorable à ça. Je pense que les grands développements scientifiques se font toujours à la frontière des disciplines, puis le numérique en est un exemple sublime. Et j'espère justement que ça va grandir, que les gens vont venir. Vous savez, au cours de la dernière année, j'ai animé un groupe de travail avec, entre autres, le collègue Léon, qui s'est intéressé au numérique et comment travailler de manière interdisciplinaire ou interfacultaire. Et dans toutes les facultés, il y a des initiatives alentour du numérique et il est temps justement qu'on groupe le monde. Donc, je vais essayer de me faire le plus présent possible pour partager. Quand ça tombe sur des midis où je suis libre, je vais me faire un devoir de venir vous rejoindre. Mais je veux surtout souligner et remercier l'initiative de la faculté. C'est très cool. Il faut qu'on trouve des forums comme ça pour échanger entre nous sur des sujets d'importance. Puis j'espère que ça va, comme initiative, ça va avoir des répercussions dans d'autres secteurs aussi. Donc, longue vie au Midi numérique. Merci beaucoup, professeur Perrault. En fait, je vous remercie aussi de l'appui que vous donnez à ce projet-là. C'est vraiment apprécié. Alors, Sylvain Rochelot est professeur au département des lettres et communications. C'est un spécialiste en communication et en informatique cognitive et il a collaboré avec les entreprises Moment Factory et Réalisation Montréal Inc. afin de donner vie au projet dont il va vous parler ce midi. Son approche fait appel à la fois au numérique et à l'analyse de presse. Merci beaucoup, Sylvain, d'être ici avec nous, de partager ça. Je te laisse le podium. Merci beaucoup. Alors, bon midi à tous, bon appétit à certains. Il y a 2 ans, j'entamais ma dernière année de doctorat. En fait, je croyais que j'entamais ma dernière année. Finalement, c'est une dernière année qui aura duré 2 ans. Et on sait comment ça se passe quand on est étudiant, on essaie toujours de se financer, mes bourses étaient terminées, mais j'avais un boulot d'assistant de recherche qui devait me permettre à la fois de terminer ma rédaction et de payer mon appartement. Pas de bol, grève. J'étais assistant de recherche à l'UQAM.
Donc là, je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais être obligé d'aller travailler? Qu'est-ce que je peux... En fait, je me sentais un peu... je me posais la question, est-ce que ce serait peut-être le moment de changer de cap? Parce que là, l'argent ne rentrait pas. J'ai été vraiment chanceux à cette époque-là. Il y a eu un coup de fil qui est passé de quelqu'un avec qui j'avais travaillé avant. Et là, je ne réponds pas au téléphone, je vais simplement suivre mes notes. Euh, donc, c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé et qui me dit, écoute, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, je sais que tu fais des trucs en analyse média. Il y a une entreprise, ils font un truc pour le pont Jacques-Cartier. Puis j'essayais de voir un peu où ils s'en allaient. Ils disaient, je ne sais pas trop, viens voir. Je cherchais un job. Donc oui, je me rends, puis on m'expose le projet. Donc, l'entreprise réalisation font des installations interactives dans des hôtels à Vegas, à New York, un peu partout. Et là, ils travaillent beaucoup avec des senseurs et ils avaient fait un pitch à Moment Factory de dire, ben, sur l'élimination du pont Jacques-Cartier, nous, on pourrait regarder comment se comporte le trafic, comment se comporte la météo. Donc, divers senseurs. Mais ils me disent, on aimerait jazzer ça un peu. Y a-t-il quelque chose qui pourrait être fait en médias? Nous, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir le pouls de ce qui se passe dans les médias à Montréal, d'une part, mais aussi les médias qui sont au Canada. Donc, quand on parle de Montréal, on aimerait ça savoir comment le reste du Canada parle de Montréal. On aimerait ça savoir aussi ce que les Montréalais disent sur les réseaux sociaux. Et idéalement, il faudrait que tu nous fasses un rapport de tout ça aux heures. Pourquoi aux heures? Bien, parce que le pont Jacques-Cartier, à chaque heure, le soir, et un peu aussi le matin, mais vraiment très tôt, là, avant que le soleil se lève, à chaque heure, il y a un petit show qui utilise les données, en fait, les rapports qui sont produits aux heures pour s'illuminer de façon différente. Avoir l'ensemble de ce qui est produit dans les médias au Canada, c'est pas que il y a des entreprises qui peuvent faire ça. Il y a peut-être certains connaissent Cedra Messeni, Eureka, mais c'est des solutions qui sont quand même assez coûteuses. Donc, pour avoir tous les médias au Canada, en fait, tous les contenus des médias canadiens, c'est pas si évident que ça. Moi, je connais des étudiants au DOC qui ont eu besoin d'archives et ils ont passé une partie de leur bourse là-dedans. Pour avoir les réseaux sociaux, ça, on sait, c'est plus facile. Les réseaux sociaux sont déjà, évidemment, ils ont émergé du web et certains partagent leurs données de façon assez facile. On peut passer par des API, par programmation. Donc, c'est un défi, mais un peu pas si grand que ça. Mais les rapports aux heures, il n'y a personne qui fait ça. On ne peut pas appeler, il n'y a pas d'entreprise qu'on peut appeler pour réussir à avoir des rapports sur les médias canadiens à chaque heure. Donc, c'était quand même un bon défi. Et on se rappelle encore la position, on avait besoin d'argent. Donc, on a dit oui, certainement, on peut très bien faire ça. Ils avaient déjà contacté des entreprises, comme je vous mentionnais, Eureka, Cedra Messeni, Influence Communication aussi, fait des analyses de médias. Par contre, on ne connaît jamais tellement les métaux. Hein. C'est souvent ce qui se passe avec les entreprises privées. Ils vont avoir leurs propres métaux, puis ils ne vont pas nécessairement les divulguer. Alors que moi, je suis en recherche, puis pour une bière, ben, je peux donner ma métaux à n'importe qui. Je déballe tout. Donc, c'est les 3 défis que je vais vous présenter aujourd'hui. Avec un peu de technique, moins que je l'aurais souhaité. J'avais une démo ici pour les geeks où on aurait pu regarder du code Python, puis du traitement automatique des langues. Mais ma mère m'avait prévenu. Quand tu fais une présentation, Sylvain, vas-y jamais live.
À cause de quoi? La loi de Murphy. Si quelque chose peut tourner mal, ça va tourner mal. Et son corollaire, la loi de l'emmerdement maximal, si quelque chose tourne mal, quelque chose de pire surviendra. Là, pour l'instant, il y a juste quelque chose qui est mal tourné. On va espérer que ça reste à ce niveau-là. Donc, premier défi, les médias au Canada. Il y en a beaucoup des médias au Canada et il n'y a pas de liste de médias canadiens. Moi, je me branche sur Wikipédia, qui est une bonne façon d'obtenir une liste de médias, mais il y a certains médias qui ne sont pas sur Wikipédia. Donc, je ne peux pas vous dire combien il y a de médias au Canada. Je suis rendu à 1807 au jour d'aujourd'hui. Il y en a évidemment, les plus gros sont faciles à répertorier, sont faciles à trouver, et c'est ceux qui vont produire le plus de nouvelles. Mais il y a des médias locaux, des médias communautaires qui sont intéressants à observer, puis on les découvre dans différentes listes. Mais bon, il y en a environ, on va dire autour de 2000, qui vont produire entre 15 à 25 000 nouvelles par jour. Donc, mon premier défi, ça a été de bâtir, faire une image, un aspirateur à nouvelles. Ceux qui sont en technologie, je pourrais dire du web scraping. Donc, aller sur ces sites web-là et chaque fois qu'il y a parce qu'on se rappelle, il y a des rapports aux heures à faire. Donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle qui sort sur ces médias-là, l'aspirateur la prend et la met dans sa base de données. Donc, ça nous donne au Canada, moi présentement, je vais chercher à peu près 15 000 nouvelles par jour qui sont mises dans une base de données. Donc ça, c'était le premier défi. Et encore là, on ne pouvait pas s'arrimer à des services professionnels parce que quand on leur demande toute leur base de données, bien, c'est leur gagne-pain. Donc, ils ne vont évidemment pas nous donner toute la base de données. Il a fallu en reconstituer une. Et à chaque jour, à chaque heure, à chaque 15 minutes, en fait, pour les médias, je vais vérifier s'il y a des nouvelles qui viennent de sortir. En termes de techno, je ne savais pas trop, c'est le premier midi numérique. Je me suis dit, on va en faire un peu, mais peut-être pas trop. Puis on verra après comment les questions évoluent. Donc, en termes de techno, j'utilise un framework qui est en Python, qui s'appelle Scrappy, qui est un framework qui est fait pour aller chercher des contenus sur le web. Le reste est aussi bâti, mes scripts sont tous en Python, et tout ça finit dans une base de données. Certains ont peut-être entendu MySQL comme base de données qui est très populaire. Moi, j'utilise MongoDB, qui est aussi une base de données très populaire, mais plus récente que MySQL. Pour les réseaux sociaux, un autre aspirateur d'une couleur différente. C'est beaucoup plus simple, comme je disais, pour les réseaux sociaux, parce qu'ils fournissent déjà des outils aux développeurs. Donc, sur Twitter, on va chercher des nouvelles sur Twitter, donc ce que les gens publient sur Twitter. Et on va aussi chercher sur Flickr, parce qu'il y avait cette notion-là que probablement, une fois que le pont serait éliminé, il y aurait plus d'images du pont qui seraient partagées. Puis effectivement, c'est ce qu'on a observé. Donc, pour la ville, ils sont contents, c'est un bon coup. Il y a des photos du pont Jacques-Cartier qui circulent partout sur la planète avec des messages assez positifs qui disent à quel point tout ça est beau, original et parfois, oui, c'est vraiment, moi, chaque fois que je le regarde, je ne sais jamais trop comment mes données sont utilisées. En fait, je le sais, mais c'est fait de façon très figurative. Donc, je ne sais pas trop, mais c'est effectivement très beau. On reviendra à comment les données sont digérées par le pont. Donc, à cette étape-ci, on a dans une base de données tous les médias, en fait, une grande partie des médias canadiens et la production de leurs nouvelles. Et d'un autre côté, on a les réseaux sociaux. Et là, évidemment, on n'a pas tous les réseaux sociaux. On nous a demandé de nous concentrer sur Montréal pour être capable de donner un aperçu de ce qui se discute à Montréal pour le pont Jacques-Cartier. Et tout ça finit dans une grosse base de données.
Et c'est la partie, je vous dirais, la plus, peut-être pas la plus difficile, mais quand même la plus ardue. C'est celle qui est la plus pénible et qui n'est pas super le fun. Pour moi, le plaisir commence après, puis c'est pour ça qu'on a cette citation de Simone de Beauvoir, la peine et le plaisir se suivent. C'est le plaisir qui vient après, donc l'analyse de tous ces contenus-là. On fait ça en humanité numérique, en philosophie, MongoDB, on peut aborder tous ces sujets-là. On est multidisciplinaire et parfois même imprévisible. Donc, une fois qu'on a tous ces contenus-là dans une base de données, puis je vous donne un aperçu là, en termes de grandeur. On a commencé en janvier de cette année. On a pour les articles, on en a 2,8 millions. Les tweets, ça tourne autour de 1,8. Les images, je n'ai pas regardé le compte. Donc, ça veut dire à peu près qu'à chaque année, en termes d'articles médias, on va aller chercher autour de 3,2 millions d'articles. Et pour les réseaux sociaux, ça va être un petit peu moins. Donc, vous imaginez la quantité de contenu que ça produit. Et pour le pont, on veut savoir à toutes les heures, oui, mais est-ce que les médias montréalais parlent plutôt de politique aujourd'hui, ou plutôt dans la dernière heure, ou est-ce que le sport est très fort? Donc, pour arriver à digérer tout ça, on fait ce qu'on appelle du traitement automatique des langues. Il n'est évidemment pas question de lire chacun de ces articles-là. Et c'est ici que j'avais un démo. Donc, je vais plutôt utiliser, je vais faire des gestes. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Et on va se l'imaginer pour un seul article. Puis après ça, on pourra comprendre comment on peut appliquer ça sur des centaines de milliers. Donc, il faut être capable de dire à une machine, en fait, d'apprendre à une machine à lire et à comprendre, grosso modo, ce qui se dit à l'intérieur d'un article. Et il y a une première étape qu'on doit faire, c'est la classification. Donc, j'ai un article de sport, je ne l'ai pas lu, il est dans la base de données. On applique des algorithmes qui vont lire le texte et qui vont arriver à le catégoriser. La façon que je le catégorise, je me suis branché sur un standard en termes de catégorisation d'articles de médias qui est bien connu, c'est l'IPTC. Donc, il y a 17 grandes catégories de nouvelles, sport, religion, société, politique. Donc, il y en a 17. Et on a un algorithme qui va lire chacun des articles. Il est bon dans 3 ou 4 langues. Il est vraiment très bon en anglais, puis il n'est pas si mal en français. Donc, chaque fois que ces articles-là arrivent dans la base de données, il y a un algorithme qui lit l'article et qui le classifie. Donc, on a déjà une première lecture et un premier début de compréhension qui est fait sur l'article. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on va regarder quel est le sentiment. Est-ce que l'article est plutôt positif? Bon, d'accord, il parle de telle ou telle thématique. Est-ce qu'il est plutôt positif ou est-ce qu'il est plutôt négatif par rapport à cette thématique-là? Donc, ça aussi, c'est un autre groupe d'algorithmes qui va lire l'article et qui va essayer de celer des marqueurs, soit positifs, soit négatifs. C'est quelque chose qui, présentement, fonctionne pas pire en anglais, puis so-so en français. Ça semble être quelque chose de plus difficile, et c'est particulièrement difficile avec des articles de presse, parce qu'un article de presse, sauf quelques éditoriaux, la plupart du temps, c'est assez neutre. Donc, j'obtiens peu de segments par rapport au positif et au négatif de ces articles-là. Mais pour le pont, c'est quelque chose qu'ils voulaient. Moi, pour mes propres recherches, je ne l'aurais pas fait, mais pour le pont, ça leur permet d'indiquer quand
eux, ils ont ramené mes 17 grandes catégories d'articles, ils ont ramené ça à 7, donc ils en ont fusionné quelques-unes. Pour chacune de ces catégories-là, par exemple, pour la technologie, le pont s'illumine en bleu. Et si le sentiment est plutôt positif par rapport aux articles qui ont été écrits sur la technologie, les lumières vont partir du haut vers le bas. Il y a des toutes petites lumières qui montent, blanches, donc qui indiquent un sentiment positif. Si par ailleurs le sentiment est négatif, les lumières vont descendre vers le bas. L'autre chose qu'on fait dans le traitement automatique des langues, c'est la reconnaissance d'entités sémantiques. Une entité sémantique, c'est le nom d'une personne, le nom d'une compagnie, le nom d'une ville, le nom d'un pays. Donc, il y a une lecture qui est faite dans l'article pour voir est-ce qu'on parle de Californie, est-ce qu'on parle de Apple, est-ce qu'on parle... Donc, on repère tout ça et on a des entités sémantiques. Donc, on pourrait parler aussi de mots-clés. Ça pourrait être un équivalent. On parle d'entité sémantique parce qu'un mot-clé, il n'est pas décrit. Hein? Il y a un mot-clé, il revient 3 fois dans l'article, le mot Californie, donc c'est un mot-clé. Une entité sémantique, c'est aller un peu plus loin, c'est dire, OK, j'ai trouvé le mot-clé Californie, mais qu'est-ce que c'est? Ah, bien, Californie, c'est un État, c'est une région administrative, et cet État, cette région administrative-là, en plus, elle est reliée à une page Wikipédia, et on pourrait en connaître plus sur cette entité sémantique-là. Donc, ça nous permet vraiment, pour chacun des articles, on fait ça, et à la fin, on a vraiment une bonne idée, sans l'avoir lu, on a vraiment une bonne idée de ce qui se trouve dans cet article-là. Quand on le fait sur des milliers d'articles, on commence à avoir une bonne idée de ce qui se discute dans l'actualité et on transfère ça en imagerie vers le pont Jacques-Cartier. Donc, j'ai illustré un peu ce que ça nous donne en termes de visualisation. Donc, ici, on voit le nombre d'articles qui ont été à propos du sport. Donc, c'est la ligne qui est plus forte. Et en dessous, on a la ligne qui est à propos de la politique. Donc, on voit des volumes d'articles qui ont été classés, comme je l'ai expliqué, de façon automatisée. Et tout ça, à la suite, est traduit dans les lumières du pont Jacques-Cartier. Ce projet-là, j'avais débuté mes recherches avant qu'on m'appelle pour travailler sur le pont Jacques-Cartier et sauver ma dernière année de doctorat. J'aurais jamais pensé que ça se retrouverait dans une installation lumineuse, artistique. Je fais ces recherches-là parce que je m'intéresse à ce qui se passe dans les médias et je me pose des questions qui s'attaquent toujours à de grands corpus. Je vous lance une idée de questions que je me pose. Durant les élections de 2018, est-ce qu'on va parler des partis politiques dans une proportion égale à la faveur nationale? C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, un petit parti comme Québec solidaire, qui fait 10 à 12 % dans les sondages, est-ce que dans les médias, on va lui donner une représentation de 10 à 12 % des articles consacrés aux élections? Ou est-ce qu'au contraire, on va lui en donner plus? Est-ce que certains médias vont apparaître plus favorables à un parti qu'à un autre? Donc ça, c'est le genre de recherche, le genre de questions auxquelles on ne peut pas répondre si on n'a pas un très grand corpus. En fait, si on n'a pas l'ensemble, c'est même pas un grand corpus, ça nous prend l'ensemble de ce qui est dit dans les médias au Québec. Une autre question aussi que je me pose, c'est on sait en communication qu'il y a une réduction du nombre de journalistes dans plusieurs médias. On sait que les journalistes sont appelés à produire plus et on sait qu'il y a une dépendance accrue au contenu des relations publiques, donc des communiqués de presse, entre autres.
Et il y a d'autres recherches ailleurs qui ont vu un taux de copier-coller des communiqués de presse aux articles. Parce qu'à un moment donné, quand on a trop d'articles à produire, on vérifie moins les sources et il faut que ça sorte. Ça, c'est quelque chose qui est très bien documenté. Il y a des chercheurs qui ont fait des entrevues avec les journalistes, avec les relationnistes aussi. Mais on ne sait pas à quel point c'est quelque chose de grave ou pas. Est-ce que c'est 2% des articles qui contiennent du copier-coller? On n'en a aucune idée. Donc ça, c'est un autre projet de recherche. Donc ma question, c'est quelle portion des communiqués de presse, en fait, quelle portion des articles sont issus de communiqués de presse et contiennent du copier-coller? Encore une fois, c'est le genre de questions auxquelles on ne peut pas répondre si on n'a pas l'ensemble des contenus. Donc, le fait d'avoir travaillé sur le pont, ce que ça m'a amené à faire, c'est de m'obliger à une certaine rigueur et à certaine régularité, certaine fiabilité dans tout ce que j'avais monté, parce que là, c'est des rapports aux heures, et quand ça ne fonctionne pas, le téléphone sonne. Donc, c'est une posture un peu différente. Je faisais déjà des recherches, puis bon, à un moment donné, ça ne fonctionnait pas sur une semaine. Bon, ben, tant pis, on n'aura pas ces données-là. C'est dommage, mais on aura quand même un bon corpus sur l'ensemble de l'année. Là, ça m'a obligé vraiment à être sur la coche, comme diraient mes chums, la balle. Et on a eu l'idée, mes deux directeurs et moi, de passer à une étape suivante, de dire, bon, ben là, il y a tout ça qui a été fait avant le pont, puis il y a eu beaucoup d'huile de bras qui a été fait, qui a été investi pour rendre ça béton, fonctionnel et vraiment exhaustif. Donc, on a bâti un groupe de recherche qui s'appelle l'Observatoire de la circulation de l'information, qui est en fait le bébé de deux centres de recherche, le CRISIS, qui est un centre de recherche interuniversitaire en communication, et le LICEF, qui est un laboratoire de recherche d'informatique cognitive. Donc, on a les deux. Et on veut faire les deux, c'est-à-dire qu'il y a trois axes dans cet observatoire-là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup présenté le premier axe, qui était centré sur comment le big data peut éliminer le pont Jacques-Cartier. Donc, c'est plus technique. Mais on a deux autres axes qui s'intéressent à la visualisation de données. Donc, chaque fois qu'on parle de big data, à un moment donné, il y en a tellement que pour s'y retrouver, ça prend de la visualisation. Et il y a tout un champ de recherche qui est très intéressant là-dedans. Et il y a un troisième axe dans l'Observatoire de la circulation de l'information, qui est l'analyse critique de ce qui ressort des discours des médias. La prochaine étape pour nous, c'est d'ouvrir ces données-là. On veut les ouvrir de deux façons. On veut les ouvrir à la communauté des sciences sociales en bâtissant des interfaces graphiques qui vont permettre d'interroger cette base de données-là, de rentrer des mots-clés, de sélectionner par date, sélectionner par média, puis au final, avoir des corpus qui peuvent être utilisés ailleurs, dans Excel, dans NVivo, donc dans des logiciels auxquels on est habitué en sciences sociales. La deuxième ouverture qu'on veut faire, c'est aux gens qui sont plus proches des sciences d'information, donc une ouverture par API où quelqu'un qui sait programmer peut simplement se brancher sur les données de l'OCI et construire autre chose avec ces données-là. Pour tout ça, on va avoir besoin d'amis. Donc, c'est pour ça que j'ai mis recherche d'amis, recherche de partenaires. C'est intéressant, on a, avec le pont, ça c'est un autre truc, il faut que ça tienne 10 ans. Alors, pour ceux qui programment, pour ceux qui ont déjà développé des trucs, se faire dire, il faut que ça dure 10 ans. Tu dis oui, puis après ça, tu vas voir comment ça se fait, mais sur 10 ans, vous pouvez imaginer combien de OS on va passer, de versions de base de données. Donc mais ça vient avec de l'argent aussi qui va nous servir pour la recherche, pour embaucher des étudiants. Il y a déjà
2 étudiants en informatique qui travaillent avec moi sur justement la partie d'ouverture des données. Un sur la partie interface graphique pour les sciences sociales, puis un autre sur la partie de l'ouverture des données en API pour la programmation. Il y a aussi une étudiante en sciences sociales qui débute avec nous sur un projet. Puis, on savait moi, j'ai fini ma maîtrise, puis j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir en me disant, parce que j'avais fait un petit truc à la maîtrise sur les médias du Québec. Donc, grosso modo, ce que j'ai présenté là, mais en version alpha. Et j'avais plein de gens qui venaient me voir, puis disaient, hey, on peut avoir accès à ton corpus, ta. Je disais, bien sûr, ça me fait plaisir. Tu sors de ta maîtrise, puis il y a des profs qui veulent tes données. Tu sais, je me suis dit, super, allez-y. Sauf qu'à un moment donné, après 5-6 mois, j'ai rencontré mon directeur. Je dis là, je me trouve super utile, mais il n'y a aucune chance que je finisse un doc en travaillant toujours comme ça sur les projets des autres. Et c'est là où on a eu l'idée de rendre ça, d'institutionnaliser ça. Et en fait, on s'est rendu compte d'un besoin. Donc, il y a un prof, Normand Landry, qui est à la tête de la chaire en éducation aux médias, qui me dit, écoute, je suis en train de faire un truc sur la représentation des assistés sociaux au Québec, parce qu'il semblerait que nous, les Québécois, notre plus grande intolérance ne soit pas aux immigrants, ne soit pas aux personnes de religion musulmane. Notre plus grande intolérance est par rapport aux gens qui sont sur l'assistance sociale. Et ça l'a surpris quand il est tombé là-dessus. Il me disait, penses-tu qu'on pourrait regarder ça? Je dis, certainement, on peut essayer d'interroger la base de données. Puis on a embauché une étudiante donc, qui va travailler là-dessus. Puis on sait qu'en sciences sociales, il y a beaucoup de sujets où on se dit, bien, ça serait le fun d'aller voir ce qui se dit comme discours public dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Donc, même si moi, je suis d'abord en com, puis ensuite en informatique cognitive, je sais qu'il y a des gens qui vont travailler plutôt en sociaux, plutôt en politique, qui vont avoir besoin de ces données-là. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a décidé d'ouvrir les données. Donc, c'est ce qui s'en vient pour nous dans l'année. D'abord, s'assurer que le pont allume à tous les jours, puis ensuite, d'ouvrir les données pour pouvoir partager avec la communauté universitaire. Je ne sais pas où on est rendu dans les temps. Moi, j'ouvrirai pour la période de questions. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, ceux qui ça intéresse de voir comment je fais l'analyse, le traitement automatique des langues, vous pourrez venir me voir après sur mon petit écran. Ça fonctionne très bien. On n'a pas arrivé à le mettre sur grand écran. Donc, je pourrais faire un démo. Merci. Oui. On va regarder en fait des questions sociales, un peu comme l'exemple de l'aide sociale tantôt. Jusqu'à quel point la résultante en fait entre médias sociaux puis journaux classiques, parce que bon, il y a des journalistes d'un côté puis de l'autre côté c'est la population, vont diverger? C'est une bonne question. Ce que j'ai pu voir, par exemple, j'ai suivi de très près toute la production médiatique par rapport à la grève étudiante de 2012, qui était particulièrement intéressante parce qu'on avait un 50-50 au niveau de la population qui était pour l'augmentation des frais de scolarité. Donc, on a eu plusieurs chroniqueurs qui ont pris position pour ou contre. Donc là, on avait vraiment un sujet où les gens étaient positionnés, étaient bien campés. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des sujets qui laissent les gens un peu plus indifférents. Et là, dans ce sens-là, on avait une assez bonne représentation entre ce qui est dit dans les médias,
ce qui circule dans les réseaux sociaux. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que les étudiants de l'université étaient beaucoup plus efficaces du côté des réseaux sociaux. Là, c'est un peu tombé dans leur talle et on suivait le nombre de partages de certains articles, en fait de tous les articles, et les articles qui étaient positifs, favorables à la cause étudiante étaient plus partagés. Mais bon, on peut comprendre que malgré qu'ils ne représentent pas une très grande partie de la population, sur les réseaux sociaux, ils étaient plus actifs. Donc, mais je pense ça va toujours dépendre de la question. Je pense que sur certaines questions, les médias sont assez hermétiques et peu à l'écoute de ce que les gens pensent, un peu déconnectés. Puis sur d'autres questions, ils sont directs dessus. Moi, je me demandais, ça venait d'où l'initiative d'illuminer le pont comme ça? Est-ce que vous le savez? Oui. Ah oui, tu vas m'obliger à parler de politique. J'étais pas à la base de cette initiative-là. C'est pas moi qui en a eu l'idée. C'est un consortium de 6 entreprises à Montréal, consortium qui est chapeauté par Moment Factory, mais dont fait aussi partie Réalisation Montréal Incorporée, qui, moi, m'a embauché. Donc, je suis très, très loin dans la chaîne. C'est un pitch qui a été fait à la Ville de Montréal. Puis ensuite, ils ont contacté la Société des ponts. Puis là, c'est ça, il y a plusieurs étages de gouvernement. Il y a le fédéral, il y a le municipal. Mais je ne pourrais pas te dire comment ça s'est passé. Si c'était un truc qui a été dessiné sur une napkin ou je ne sais pas comment ça a évolué. Merci beaucoup, Sylvain. C'est très intéressant. J'aimerais que tu nous parles un peu plus du lien entre le côté artistique et ton œuvre. Parce que ce qui m'impressionne en fait dans le projet, c'est que du côté de la recherche, donc le output de la recherche, donc la construction de cette base de données-là, c'est incroyable, la richesse donc, comme tu dis, que tu veux distribuer aussi, qui est génial. Là. Donc, c'est incroyable. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que ce qui entre finalement à chaque heure comme information pour après ça, la réalisation artistique, ça semble assez petit. Quoi. Mince, oui. Ouais. Effectivement. Avec les données qu'on a dans l'OCI, en base de données, on pourrait faire beaucoup plus en termes de représentation artistique de ce qui se discute dans les médias. Souvent, il y a une méprise que le big data, c'est du quanti. Hein? Moi, on m'a demandé, mon output final, c'est des chiffres. On m'a demandé absolument il a fallu que je me torde le cerveau pour arriver à créer des chiffres avec ce qui est fondamentalement du quali. Puis c'est peut-être un truc, là, on les lance, les médias numériques. Souvent, quand on dit numérique, en termes de recherche, on s'en va du côté, c'est du quanti, c'est l'informatique. Mais je m'excuse, un algorithme qui lit un texte qui dit « je pense que c'est de la politique », il n'y a rien de quanti là-dedans. C'est quelque chose qu'on faisait autrefois avec une armée d'assistants de recherche et c'était de la recherche quali. Ils l'ont moins bien saisi, cette partie-là. Donc, moi, je leur envoie des catégories avec des trucs normalisés entre 0 et 1. À un moment donné, je leur ai proposé, je dis, peut-être que je pourrais vous envoyer du RGB. Donc, au moins, il y aurait 3 chiffres qui, on pourrait avoir un peu plus de finesse dans notre analyse. Mais, c'est possible aussi que sur les 10 prochaines années, ils réalisent le potentiel de ce qu'il y a derrière ça. Puis, il ne faut pas oublier non plus que c'est un truc qui était très ambitieux. Puis, ma partie, c'est une chance qu'ils ont pris. Je pense qu'il y avait ça aussi derrière, là, analyser les médias. Ils n'étaient pas trop sûrs de cette affaire-là. Ils se sont dit, d'un coup, ça ne marche pas. Est-ce que ça ruine notre installation? Non. Mais il y a un petit choix toutes les 5 minutes. J'ai l'impression que sur 10 ans, ils vont vouloir
mettre le pont. Moi, je me disais, ben, tu sais, si le Canadien gagne la Coupe Stanley, ça a l'air de quoi sur le pont? Ben, ça va être la couleur du sport, puis ça va monter. Moi, je serais allé un peu plus loin. Oui, merci beaucoup, Sylvain. Moi, je m'inquiète du rythme circadien des amateurs de sport quand on voyait, on dirait qu'ils ne dorment pas beaucoup la nuit. Mais plus sérieusement, le processus de sémantisation des textes. Est-ce que vous procédez par est-ce que c'est une conversion en triple RDF pour être ensuite capable de vous connecter à Wikipédia? Donc, quel est le processus juste pour passer d'un texte qui provient d'une nouvelle ou de Twitter pour ensuite aller à être capable d'aller vers le sens, Oui. donner Donc, le sens? comment on fait pour reconnaître une entité sémantique? Ben, on a d'un côté, Wikipédia a son équivalent informatique qu'on peut interroger en programmant qui s'appelle DBpedia. Ça contient exactement les mêmes données. C'est juste qu'on peut, par programmation, aller chercher de l'information. Donc, quand on trouve une entité sémantique, c'est ce qu'on fait. On la prend et on dit, bon, ben, est-ce que tu sais c'est quoi, toi, Wikipédia, Californie? Donc, on envoie une requête et s'il répond, oui, je sais c'est quoi, je peux même te dire que c'est un État des États-Unis, je le ramène. Souvent, oui, assez souvent, il y a des entités sémantiques qui ne sont pas dans Wikipédia. Particulièrement, puis là, il y a une question de langue aussi. Mes articles en français vont s'adresser à Wikipédia français, qui contient une fraction de ce qui se retrouve du côté anglais. Donc là-dessus, il y a une performance qui est un peu meilleure du côté anglophone. Mais bon, dans les étapes, il y a d'abord reconnaissance de termes qui sont des entités sémantiques. Après ça, on vérifie. Des fois, on ne la trouve pas dans Wikipédia, donc elle reste là comme entité sémantique. Des fois, on la trouve dans Wikipédia, puis Wikipédia n'est pas capable de nous dire c'est quel type. Parce que des fois, l'article n'est pas terminé. Bon. Mais on a quand même l'URL vers Wikipédia. Puis, dans le meilleur des cas, on a l'entité sémantique, le lien vers Wikipédia et le type d'entité qu'il s'agit. Une question, en fait, deux questions. D'abord, merci pour la présentation. La première fois que j'ai vu le pont, j'ai d'abord dit waouh, c'est réussi comme, moi je trouve comme vitrine pour Montréal. C'est réussi, c'est même extraordinaire. Ce que je ne comprends pas, et j'étais convaincu que c'était plutôt aléatoire. En d'autres termes, qu'il y avait, je regardais les couleurs, puis les formes, puis les lumières. Pourquoi ils ont choisi d'arrimer ça à une base de données? Puis pourquoi ils ont décidé d'aller si loin dans la connexion avec un contenu? Oui. Pourquoi ils n'ont pas simplement utilisé, je ne sais pas moi, à la limite, les données de la météo ou des données carrément aléatoires? Ça, c'est ma première question. Oui. Ma deuxième question, et là, c'est peut-être une question indiscrète, c'est une question sur la propriété. Est-ce qu'eux, ils t'ont payé pour faire ça? Ils te paient à la limite chaque fois, une entente contractuelle. Est-ce que la base de données constituée par ces millions d'articles, est-ce qu'elle est libre de droit? Est-ce qu'elle appartient à la limite? Est-ce que c'est toi et l'équipe, l'Observatoire, qui avez pour volonté de rendre ça public? Puis est-ce que l'entreprise ou le groupe ou le consortium établit des barrières ou des contraintes empêchant la double ou triple utilisation de ces données? Alors, pour la première question, ça a l'air un peu aléatoire. Et pourquoi ils avaient besoin d'avoir autant de données? Parce qu'il y en a. Il y a ce que j'envoie, mais il y a aussi le trafic, la météo. Sur le trafic, réalisation peut dire le nombre de camions est plus grand que le nombre d'autos aujourd'hui versus le nombre de piétons. Donc, ils sont allés vraiment très loin. Et je crois, encore là, je n'ai pas fait partie des premières rencontres. Je crois que c'était un argument de vente très fort. C'est-à-dire le pont va être branché sur la réalité montréalaise. Je peux imaginer des hommes d'affaires dire ça va coûter cher, puis des politiciens dire waouh, on veut ça. Mais je peux juste spéculer là-dessus. C'est l'Internet des objets. Bon. Puis je pense que ça permet aussi un récit par rapport au pont Jacques-Cartier, puis par rapport à cette création-là de Montréal, de dire
oui, notre pont est éclairé et c'est beau, mais en plus, il est très 3.0. Je pense que c'est ça. Pour ce qui est de la propriété, c'est une question qui m'a été posée quelques fois. C'est une question qu'on s'est posée aussi. On sait qu'il y a l'exception pour la recherche. J'achète l'équivalent de la presse d'un mois. Je peux le lire, faire des études là-dessus, m'en servir. Il y a l'exception de la recherche. À un moment donné, il y a quelqu'un qui nous dit « Ouais, mais là, ce que vous faites, c'est un peu plus que ça. » Ça a beaucoup d'ampleur. Je ne sais pas si l'exception de recherche s'applique. On a dans le groupe, on a quelqu'un de l'UDM, quelqu'un de l'UQAM, puis moi-même, j'étais étudiant à la TELUC, donc on a contacté les 3 services, les 3 contentieux, et ils ne répondent pas. Et c'est pas parce qu'ils ne rappellent pas ou ils choisissent et nous disent qu'ils choisissent de ne pas répondre. Donc, on en revient à l'exception pour la recherche. Puis, en termes de ce que le groupe de recherche peut vendre, comme là, c'est le cas dans le cas du pont. Il y a de l'argent qui revient à l'université ici. On est très à l'aise parce qu'on vend l'analyse de, et jamais le contenu. Le contenu ne sort pas. Et quand on parle d'ouverture, ben, c'est pour ça qu'on va s'ouvrir juste aussi aux chercheurs, aux étudiants universitaires. Puis il y aura probablement un petit contrat que malheureusement personne n'ira, qui va dire, ben, c'est pour des fins de recherche seulement. C'est l'exception qu'on a. Mais j'ai pas testé le contentieux de Sherbrooke. Je ne sais pas ce qu'il me dirait, mais il n'y a aucune université qui a voulu répondre à cette question-là. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une petite question, peut-être un peu anecdotique, mais quand tu scannes tous les médias, les 2000 et quelques, là, j'imagine qu'à travers ça, il y a de la fausse nouvelle qui se ramasse dans ta base de données. Comment tu gères ça? Et aussi, est-ce que tu fais des évaluations d'erreurs un peu de tes classifications, tes différentes... Est-ce que tu as des estimations de ça? Par fausse nouvelle, on entend le pape Jean-Paul ou le pape supporte Trump ou quelque chose comme ça. OK. Ben, ça, du point de vue objectif, ça rentre. Les médias l'ont publié. Certains, OK, je comprends. Certains sites web qui font de la fausse nouvelle, les sites web qui font de la fausse nouvelle, on ne les scanne pas. Par contre, une fausse nouvelle qui se retrouve dans la presse, ça arrive, oui, elle rentre. Puis c'est correct qu'elle fasse partie de notre corpus, ça fait partie de la production médiatique. Pour ce qui est de l'évaluation de la performance, c'est une bonne question, puis pour mes besoins à moi, je trouve que je l'ai fait un peu, mais je veux le faire de façon plus systématique dans la prochaine année. Donc, systématique et objective, donc pas moi. D'autres personnes qui pourront regarder les résultats, lire l'article, puis regarder le résultat de ce que j'ai fait, puis nous donner un certain sens d'exactitude de ça. Encore une fois, je suis à peu près certain qu'il va y avoir des grosses différences par langue. J'ai certains médias espagnols, j'ai certains médias, bien, évidemment beaucoup de français, beaucoup d'anglais. Il y a aussi du russe, il y a des médias au Québec qui... Et là, j'ai l'impression qu'on va avoir des niveaux d'exactitude qui vont être beaucoup plus bas. Mais j'ai contacté les développeurs qui font cette partie-là, donc la classification, par exemple, et ils sont très intéressés de voir un contrôle de qualité sur ce qu'ils font, parce qu'ils ne comprennent que l'anglais pour l'instant. C'est très interdisciplinaire ce que vous faites là. On sait que l'interdisciplinarité, ça s'incarne soit dans des personnes ou dans des groupes ou un continuum entre les deux. Là. Je regarde des personnes qui vont faire ça dans 10 ans. 10 ans, c'est une éternité dans ces domaines-là. Là. Et puis, ces personnes-là finissent leur primaire là, présentement. Puis, je me demande un peu, quelle sorte de formation, comment on peut les préparer à faire ça? Moi, j'enseigne l'informatique depuis
disons depuis longtemps, pour pas être, disons depuis plus que 40 ans. Là. Et puis, ça me préoccupe beaucoup, ça, l'idée d'avoir du monde. Est-ce qu'on ne veut pas avoir juste des usagers de l'informatique, là, du monde qui savent pitonner leur télévision. On ne veut pas non plus avoir des super geeks qui ne sont que des fondamentalistes. Alors, comment est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on peut contribuer maintenant comme en maison d'enseignement, nous et avant nous, le secondaire, cégep, à amener du monde qui vont être bien dans ce monde-là. Puis ceux qui sont bien, c'est pas les usagers de la tablette qui savent comment la pincer, c'est ceux qui savent qu'est-ce que c'est le numérique. Parce que le numérique, c'est pas d'avoir des résultats numériques à la fin, c'est de prendre des choses analogiques, les transformer en nombres, puis manipuler les nombres. Oui. Alors, c'est ça, là. Je ne sais pas comment vous voyez ça. C'est vraiment une bonne question. Puis, moi, mon doctorat en informatique cognitive, c'est un mélange, justement, de gens psycho, de gens linguistiques. Puis, il y avait une personne qui venait de communication. Mais il y a comme les sciences sociales semblent moins attirées vers ça. Je parle dans les départements, là, grosso modo, et les étudiants que j'ai aussi en communication, moins attirés vers lever le capot de l'outil, puis regarder comment ça se fait. Je pense que ça va être, j'allais dire, c'est un peu aussi à nous de leur donner le goût. Si on repart primaire, secondaire, il y a eu plusieurs suggestions de dire, dans des cours de maths, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un peu de programmation? Mais c'est une question vraiment très grande. Je ne sais pas par où on peut le prendre. Quand les médias sont arrivés, les médias électroniques sont arrivés, on s'est aussi posé cette question-là par rapport, entre autres, à la vidéo. Comment on pourrait faire en sorte que les gens s'en emparent, puis peut-être que YouTube, dans le fond, est un exemple des gens qui ont commencé à s'emparer, mais ça a pris beaucoup de temps. Je ne sais pas. Moi, je considère que, puis c'est ce que j'ai dit à mes enfants, tu sais, apprends des langues, apprends l'anglais, apprends l'espagnol, puis apprends une langue informatique aussi. Ça ne peut pas nuire. Je pense qu'on pourrait le voir comme une langue. Si on veut, on est entouré de plus en plus de machines. L'intelligence artificielle cogne à nos portes. Ça serait bien qu'on soit toujours une couple dans la salle à pouvoir dire, attention, là, on va ouvrir le capot puis regarder comment ça fonctionne, parce que si on regarde juste le résultat, c'est une boîte noire. Alors, je suis du groupe de partenariat d'affaires à l'université. Puis, lorsqu'on parle de recherche, je me dis, dans votre domaine de recherche, quel serait, si vous aviez une baguette magique, un partenaire qui pourrait financer puis être intéressé à aller de l'avant puis poursuivre ce beau projet qui est mis sur pied? Oui. Bien, là, il y a un positionnement par rapport à notre groupe de recherche, puis j'en fais vraiment beaucoup partie de ce positionnement-là. Il y a déjà des firmes qui font des relations publiques ou qui font de l'analyse de presse. Et on a entre autres bâti ce qu'on a bâti pour faire un contrepoids parce que on voulait s'autonomiser d'abord en recherche. On disait, là, ça va faire de payer à gauche et à droite pour des corpus, allons les chercher. Et en termes d'analyse, il y a aussi une volonté d'en faire bénéficier des groupes communautaires, des groupes militants. Bon. On sait qu'il y a un paquet d'argent à faire avec ça parce que, tranquillement, pas vite, il y a des trucs qu'on fait des fois un peu mieux que Influence Communication ou Cédra Mécénie. Mais on n'est pas très porté sur la chose. C'est un débat en termes de commercialisation. Puis la question des droits d'auteur aussi est revenue. Pour l'instant, c'est tellement une grosse affaire à monter juste en termes de recherche. En termes de partenariat, forcément on est ouvert parce qu'on a travaillé avec Moment Factory puis d'autres
d'autres partenaires, mais moins enclin à travailler dans le domaine des relations publiques. Entre autres, je sais, moi, je communique une fois de temps en temps avec l'équipe de com de l'université. Je sais qu'ils font une veille sur ce qui se dit dans les médias à propos de l'université. Bien, aussitôt qu'on aura l'interface graphique qui ne sera pas pire, bien, on va aller les voir pour leur dire peut-être qu'on peut vous être utile. Donc ça, c'est le genre de partenariat qui peut être fait, mais on ferme pas la porte à travailler avec des entreprises, mais disons qu'il y a une partie de l'industrie en relations publiques où on ne voudrait pas arriver sur le même terrain que d'autres entreprises avec des offres de services semblables en compétition avec. Ça, cette partie-là, on veut faire attention. Peut-être une petite dernière question, s'il y en a une. Sinon, après ça, je fais mes quelques pas de danse, puis on se dit à une prochaine. Bien, merci beaucoup. Ah, une petite dernière. Je voulais juste souligner que j'étais très heureuse qu'on parle de numérique à l'université. Bienvenue, bienvenue. Merci à vous tous. Alors, merci, professeur Rochelot. Notre prochain rendez-vous est au mois de janvier seulement. Alors, il reste de la place au mois de novembre, au mois de décembre, s'il y a des gens qui veulent présenter, des femmes qui veulent présenter, communiquer avec nous. Il y a plusieurs des membres du réseau numérique qui sont là ce midi. Alors, si vous voulez aller les jaser, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci au professeur Jean Goulet d'avoir été ici également, qui est vice-recteur. Et Madame Christine Hudon, qui est arrivée il y a quelques instants, je crois. Mais merci beaucoup, puis revenez nous voir.